Salut, moi c'est Joanie et je dis souvent que je suis obsédée par la Gaspésie. Peut-être est-ce que tu as vu mes vidéos passer sur TikTok où je parle de ma vie dans la région? Avec le balado, j'ai envie de pousser mes réflexions encore plus loin, puis de montrer que la Gaspésie, c'est pas toujours ce qu'on pense. Parce qu'on va se le dire, il y a encore des préjugés qui circulent par rapport à la région. Mais la Gaspésie, c'est surtout un endroit unique à cause des gens qui l'habitent. Donc si ça t'intéresse, embarque avec moi et mes invités, on va te faire le tour. Je te promets qu'on n'ira pas trop vite, il y a trop de belles choses à voir et de beaux mondes à découvrir quand on prend notre temps. Bienvenue en Gaspésie avec Joanie. Aujourd'hui, je reçois une personne que j'aime profondément. Il a été enseignant et conseiller pédagogique pour la commission scolaire du Nunavik et aujourd'hui, il est technicien en éducation pour Nunavik Parks. L'appel du Nord, ça fait longtemps qu'il l'a eu, mais ses racines ne sont jamais parties de la Gaspésie. Formé en histoire de l'art et en éducation, il s'intéresse beaucoup au savoir traditionnel. Dans une autre vie, on a habité ensemble à Montréal. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui mon ami Patrick Maltais. Patrick, bonjour! Bonjour, Joanie, oula, écoute. Oh! Je suis tellement contente de te recevoir aujourd'hui pour parler avec toi parce que je pense que tu as tellement de choses intéressantes à raconter. Puis je suis vraiment contente de retrouver un vieil ami. Je pense que je peux t'appeler comme ça, même si on n'est pas si vieux que ça, mais ça fait longtemps qu'on se connaît. Oui, absolument, Et merci. pour commencer, d'emblée, même si je connais la réponse, je te demande, t'es un petit qui, toi? Moi, je m'appelle Patrick, Patrick Maltais. Je viens de Saint-Ézéard, puis je suis Patrick à Léandre à Tibère Maltais. C'est comme ça qu'on se reconnaît ici, hein? Absolument, ouais. Puis, Patrick, je l'ai mentionné, tu travailles au Nunavik. Présentement, tu nous parles en direct du Nunavik. T'es dans quel village exactement? Ouais, moi, je suis dans la communauté de Kuujjuaq en ce moment. Puis là, au sud, je vois plein de photos. Il y a vraiment des belles photos de terrasses puis de soleil. Mais ici, on est encore sous la neige. Est-ce que vous allez être sous la neige encore longtemps? Est-ce qu'à un moment donné, elle disparaît complètement ou elle est toujours un peu là? Certaines parties du Nunavik, là, surtout ce qui est à l'intérieur, certaines parties vont avoir de la neige jusqu'en septembre, puis là, elle va retomber pour l'année prochaine. Mais ici, là, ça devrait être d'ici un mois, là, on devrait être débarrassé de la neige. Puis là, pour les gens qui vont nous écouter un peu plus tard, nous, on enregistre ça, on est au mois de mai. Fait que d'ici le mois de juin, vous devriez avoir ce qui Ouais, ressemble plus à notre été, disons. absolument. Là, la neige va s'en aller, puis là, les températures vont commencer à grimper. Ici, ça grimpe un petit peu plus rapidement qu'au sud lorsque ça grimpe parce qu'on a plus d'ensoleillement. Et c'est pas la première communauté où tu habites, hein? Tu as habité ailleurs au Nunavik, mais aussi ailleurs dans le nord du Canada. Oui, absolument. J'ai habité dans les communautés de Hay River et Inuvik, qui sont au territoire du Nord-Ouest. Puis depuis 2018, j'ai habité à Umiuyak, au Nunavik, puis Kuujjuaq. Kuujjuaq, ça fait 3 ans. Oui. Puis, est-ce que c'est quelque chose que tu avais rêvé quand tu étais petit? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est apparu à un moment dans ta vie? C'est quand tu l'as eu, cet appel du Nord? Ça, c'est vraiment intéressant. Dans le fond, mon père a travaillé longtemps au Nunavik. Il a travaillé pour plusieurs compagnies, dont Raglan. Ouais. Puis je me rappelle très petit, mon père me parlait comme qu'il avait vu un cratère, le cratère du Nouveau-Québec. Puis c'est récemment que j'ai fait le lien, puis je me suis dit, tabarouette, moi je travaille avec le parc, en fait, Parc national des Pignois-Louis, où on a le cratère. Fait que, dans le fond, puis je regardais des photos, puis je m'apercevais que jeune, mon père nous ramenait des cadeaux comme des nasaks, qui sont des trucs traditionnels. Puis, on avait déjà eu aussi du nikuk, qui est de la viande séchée. En fait, qu'ici au Nunavik, là, c'est très populaire auprès des Inuits. Donc, c'est ça. Je me rappelle que mon parcours au Nord, ça a commencé vraiment jeune avec mon père qui travaillait ici. Ah ben là, c'est donc bien beau de voir que tout est Ouais, dans tout au final, hein? absolument. Ouais. Puis justement, avant de te rendre au nord, tu as grandi à Saint-Ézéard, tu l'as mentionné. Est-ce que partir de la Gaspésie pour les études, ça a toujours été le plan?
Ben, en fait, non. Puis ça a été difficile aussi parce que, dans le fond, la seule option que j'avais jeune, là, c'était le moulin, la série à Saint-Elzéar. Puis j'ai souvent cru que c'était la seule option que j'allais avoir. Puis, rendu comme en secondaire 5, ben, j'ai deux amis, Megan et Charles, qui s'en allaient à Jonquière. On les Alors, salue. oui, je les ai suivis, tout simplement, puis j'ai commencé, puis ça a été vraiment nécessaire, en fait, je te dirais, dans mon parcours à moi, là, de quitter la Gaspésie pour vraiment voir à quel point je suis en amour avec la Gaspésie. Puis c'est comme si ça avait comme nettoyé mes yeux, en fait. C'est comme s'il y a plein de choses que je pouvais plus voir parce que j'étais né là. Puis c'est vraiment en habitant ailleurs, puis en revenant, puis là, je posais des questions, puis je disais à ma mère, je me rappelle, je me disais, vois-tu vraiment la baie? Mais là, elle disait, t'es bien bizarre, Patrick. Je disais, non, non, mais la vois-tu vraiment? Tu sais, on est tellement habitué de voir des choses ou d'avoir accès à quelque chose qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'on ne voit plus à quel point c'est important. Puis, ce qui est intéressant en quittant, c'est qu'on voit cette importance-là. Donc, ça a fait beaucoup là, dans mon parcours de devoir quitter pour le cégep. Ben, je trouve que c'est tout à fait vrai ce que tu mentionnes, puis t'es pas le premier à le dire que on est conscient jusqu'à un certain niveau qu'on habite à un endroit incroyable, mais en sortant puis en allant en voir ailleurs, je pense que ça nous permet effectivement de nettoyer nos lunettes. J'aime tellement l'expression que tu utilises, puis autant j'ai toujours bien aimé la Gaspésie, mais jamais autant que quand j'étais à Montréal. Tu sais, moi, je le dis souvent, j'ai jamais été autant gaspésienne qu'à Montréal. Tu peux en témoigner parce qu'à cette époque-là, on habitait ensemble en appartement Oui, et absolument. j'étais obsédée par la Gaspésie. Tous mes travaux d'université tournaient autour de la Gaspésie. On habitait entre Gaspésiens. Tu sais, c'était vraiment quelque chose qui était présent. Ouais. Et partir de la région m'aura permis, moi aussi, d'apprendre des nouvelles choses, de changer ma perspective, puis d'en apprendre sur moi aussi, là, assurément, parce que il y a quand même ça aussi ici, c'est que on est défini par les gens qu'on côtoie, puis on choisit pas nécessairement qui on côtoie parce que c'est juste géographique, l'école où on va, là. Ouais, C'est, t'es dans tel absolument. village, tu vas à telle école, puis ça finit là, que t'aimes ça ou pas. Ouais, tout à fait. Puis je trouve ça drôle ce que tu dis à propos de Montréal. Je sais pas si tu te rappelles, mais on habitait aussi sur la rue de Gaspé. Ouais, ça, c'était même pas voulu. Non! C'était même pas voulu. Tu sais, c'est vrai, le deuxième appart qu'on a eu, c'était sur De Gaspé. Puis quand j'y repense aujourd'hui, je trouve ça tellement drôle. C'est sûr qu'en faisant des recherches, je me suis rendu compte que ça n'avait pas rapport avec la Gaspésie. Là. C'est comme un monsieur Mhm. de Gaspé qui était important C'est à ça. Montréal, dans le coin du secteur du métro Beaubien, Ouais, qu'on était. Mais le fait d'habiter sur la rue de Gaspé, nous, on trouvait que c'était un ben, message, là. On trouvait ça le fun. absolument. Ouais. Puis, qu'est-ce qui t'a poussé à quitter, parce que t'es parti à Jonquière, qu'est-ce qui Ouais. t'a poussé à aller à Montréal par la suite, étudier en histoire de l'art? Ouais. J'ai bien aimé Jonquière, mais je me rappelle très bien qu'après 2 ans, je me rappelais, je comptais les mois qui me restaient. Fait que je pense que j'avais besoin de m'en aller aussi. Euh, alors, j'avais fait un programme. J'ai rencontré j'avais un enseignant, en fait, à Jonquière, qui était en histoire de l'art, puis je le trouvais vraiment inspirant, cet homme-là. Puis, parce que l'histoire de l'art, en fait, c'est pas une étude d'objets morts. L'art, c'est vivant. On a une interaction avec l'art constamment, en fait. Puis, alors, j'ai décidé de m'en aller à Montréal. Donc, j'ai fait mon baccalauréat en histoire de l'art à l'UQAM pendant 3 ans. Et puis, c'est ça, où on habitait ensemble. Puis, dès que j'ai fini mon bac, j'ai eu l'opportunité de m'en aller au territoire du Nord-Ouest, à Hay River, pour commencer là vraiment mes études plutôt en éducation. Ça, c'était quelque chose qui était vraiment stressant aussi, parce que euh, là, maintenant, je travaille beaucoup en muséologie, maintenant. Puis, en fait, la muséologie, c'est un domaine qui se compose de plusieurs choses. Et puis, ce que je savais pas, c'est qu'à ce moment-là, moi, j'avais vraiment l'impression que je changeais de domaine, puis j'avais vraiment un parcours atypique, ça me stressait énormément. Sauf que maintenant, aujourd'hui, je suis bien content d'avoir fait ce cheminement-là parce que je suis vraiment là dans mon domaine en éducation,
puis en histoire de l'art avec ce que je fais aujourd'hui. Donc, maintenant, je te dirais que je suis bien content, mais à ce moment-là, c'était un peu stressant. Comme quoi, il n'y a jamais rien qu'on fait qui est pour rien dans la vie. Ça, j'y crois profondément. Même les choses qu'on pense qui sont difficiles ou qui sont pas utiles, ça nous sert toujours à un moment ou à un autre. 100%. Ouais. Puis, Et par la suite, j'ai travaillé au musée Pointe-à-Calière. Puis lorsque j'étais à Montréal, là, en fait, après mes études du baccalauréat en histoire de l'art, je suis allé au territoire du Nord-Ouest pendant 2 ans, où j'ai commencé ma maîtrise à distance. Puis j'ai continué ma maîtrise à Montréal et j'ai travaillé en même temps au musée Pointe-à-Calière, qui était dirigé à ce moment-là par Francine Lelièvre, qui est aussi une Gaspésienne qui a fondé en fait le musée Pointe-à-Calière en 1992. Et ça, moi, c'est quelque chose que je trouve tellement intéressant, puis c'est des discussions qu'on avait beaucoup à l'époque à Montréal, de trouver tout ce qui était gaspésien à Montréal. Je me souviens, tu m'as mis Ouais. en contact avec des gens dans le domaine de l'art pour des articles que je devais faire parce que moi, je parlais des Gaspésiens à Montréal, de quoi d'autre j'aurais Mm-hmm. pu parler. Puis c'était vraiment intéressant de voir à quel point il y a beaucoup de gens de la Gaspésie qui ont fait des belles et grandes choses, puis que des fois, on le sait même pas. Comme la dame que tu mentionnes, c'est Ouais. le genre d'information que j'aurais pas eu si tu me l'avais pas dit, là. Je pense que Madame Lelièvre, je pense qu'elle vient de Sainte-Thérèse de Gaspé. Avec un nom de famille comme ça, j'aurais parié Grande-Rivière et les alentours, disons. Absolument. Puis, après ça, quand tu es revenu à Montréal en travaillant au musée Pointe-à-Calière puis en terminant ta maîtrise, est-ce Ouais. que c'est clair pour toi que tu retournerais dans le Nord? Est-ce qu'à un moment, tu t'es demandé si tu allais t'établir en Gaspésie? C'était pas mal clair. Je te dirais, le Nord, ça a vraiment été j'en parlais tout le temps. Même les gens me disaient, tu sais, j'arrivais pas à le voir. Je te dirais, voir les prochaines étapes. Mais les gens me disaient, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais, retourne dans le Nord. Puis c'est ça, j'étais vraiment comme obsédé par le Nord. Je cuisinais des recettes du Nord. Je parlais, je lisais. J'étais abonné à des journaux du Nord. Fait que c'était vraiment quelque chose, puis c'était drôle, tu sais, quand on dit que les babines ne suivent pas les bottines, ben, je le voyais comme pas, que je retournerais, mais j'avais déjà les bottines, j'avais déjà les bottines au nord. Puis, est-ce que ton rapport à la Gaspésie à travers ces années-là, comment il a continué d'exister? Tu sais, est-ce que il y a certaines personnes qui vont partir de la région puis qu'à un moment donné, ils vont se dire, faut absolument que je revienne. Mais toi, je le sais, tu as continué d'être gaspésien puis d'aimer la Gaspésie, même en n'y habitant pas à temps plein, là. Ouais, absolument. Je pense que ça a beaucoup été à cause de ma grand-mère qui m'a vraiment, euh, ma grand-mère du côté paternel, elle m'a vraiment comme donné euh, des moyens d'apprécier en fait qu'est-ce que c'est d'être gaspésien sans être en Gaspésie. Dans le fond, je pense que c'est elle qui m'a montré un peu que tu peux être gaspésien vraiment sans habiter le territoire de la Gaspésie. Donc, j'ai mes petites pratiques culturelles. Maintenant, c'est facile pour moi de les identifier. Pour des gens, peut-être que pour des gens qui ne travaillent pas là, dans le domaine culturel, peut-être que eux, c'est plus difficile de voir cette différence-là. Mais pour moi, là, je vois vraiment ces petites pratiques-là. Puis je te dirais, des fois, ça fait du bien. Comme là, devant moi, j'ai un escalier, mais sur la rail de l'escalier, j'ai une petite branche de pin que j'ai ramenée de la Gaspésie. Puis à chaque fois que je descends l'escalier, ben j'y touche. Fait que, tu sais, veut pas, c'est des façons de se rappeler d'où on vient, puis d'avoir cette Gaspésie-là avec moi. Euh, puis là, dernièrement, elle commence à sécher pas mal. Donc, de temps en temps, je ramasse les aiguilles de pin au sol. Puis des petites choses comme ça qui me ramènent chez nous. Mais ça veut aussi dire qu'il va falloir que tu viennes en chercher une autre branche. À chaque année, j'amène une petite branche de pain comme ça à chaque année. Puis c'est des petites choses comme ça qui me ramènent toujours au territoire. Puis on parlait de ton parcours. Quand tu as compris qu'il fallait que tu retournes dans le Nord, t'es pas retourné au territoire du Nord-Ouest. T'es allé au Nunavik, t'es allé Ouais, enseigner. Euh, Comment t'as décidé de faire le saut puis d'aller enseigner là-bas? ça en 2 semaines. Vraiment, ouais.
En fait, là, moi, j'étais en muséologie. À ce moment-là, je travaillais au musée Pointe-à-Calière. Puis, j'avais décidé, en fait, de rester à Montréal. Puis tout. J'avais été voir une voyante à Rawdon. Puis, la voyante m'avait dit, tu vas avoir une offre d'emploi, puis tu vas retourner à l'école. Mais moi, j'avais dit, je retournerai jamais à l'école. Parce que c'est des gros challenges de travailler dans une école. Puis, j'étais bien dans le domaine où j'étais. Puis, finalement, il y a quelqu'un qui m'a partagé une offre d'emploi. Il cherchait un enseignant. Puis, en 2 semaines, Joanie, là, j'ai eu l'offre d'emploi, j'ai eu l'entrevue, puis j'étais rendu déménager à Omiuyak, au territoire, au Nunavik. Donc, c'est ça. Et puis, j'ai resté à Omi, là, pendant 3 ans. Quand même, Ouais. c'est quoi les plus grandes différences que tu as remarquées entre le Nunavik puis les territoires du Nord-Ouest? Ouais. En fait, le Nunavik, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le territoire vraiment des Inuits au-dessus du 55e parallèle au Québec. Donc, c'est différent du Nunavut, qui est, dans le fond, une province canadienne, donc qui est un territoire à part. Donc, je te dirais que, premièrement, c'est à quel point les gens ici sont francophones, c'est-à-dire à Kuujjuaq, moi, je peux avoir une vie francophone, tandis qu'au territoire du Nord-Ouest, c'était pas possible. Là, c'est vraiment plus anglophone. Et puis, je te dirais une autre chose, en fait, lorsque j'étais à Inuvik, par contre, par exemple, en fait, c'était plus proche Montréal-Inuvik et plus loin que Montréal-Mexico, que Inuvik-Mexico. Alors, on est vraiment très loin, là. C'est vraiment... Mexico est plus proche de Inuvik que Montréal. Fait que c'est très loin. Fait que l'éloignement, je te dirais, ça a été vraiment horrible. Le décalage horaire, ça a été très difficile, en fait, j'ai adoré mon expérience. Une autre chose aussi, c'est que à Inuvik, à partir du mois de novembre, le soleil se lève plus. Fait que le manque d'ensoleillement aussi, Hmm. c'était vraiment difficile. Tandis qu'ici, tout va mieux, là. En fait, ici, on a même le 24 juin, on a une petite nuit. Puis aussi, au mois de novembre, là, on a quand même du soleil. Et ça fait plusieurs années que tu es au Nunavik. À quel moment tu t'es dit, l'enseignement, j'ai donné ce que j'avais à donner, j'aimerais essayer autre chose? Puis comment t'en es arrivé à travailler pour Nunavik Parks? Ouais. Ben, en fait, tu sais, dès les années 60, moi, je te dirais, je suis comme un ingénieur pédagogique. C'est comme ça que je le vois à l'intérieur de moi. Moi, dans le fond, je bâtis des lieux de transmission d'éducation. Fait que je bâtis des situations pédagogiques, en fait. Puis, vraiment, c'est à partir, après avoir travaillé 3 années à l'école, j'ai eu la chance de pouvoir me promener partout au Nunavik et devenir conseiller pédagogique. J'ai fait plusieurs communautés du Nunavik. Il y en a 14, en fait. Moi, en ce moment, j'en ai fait 12. Fait que, dans le fond, puis je voyais à quel point l'éducation était différente par communauté. L'éducation, en fait, c'est beaucoup culturel aussi. Donc, c'est une culture. C'est des bagages qu'on transmet à d'autres personnes puis qu'on partage, en fait. Puis c'est là que je me suis aperçu que les Inuits avaient vraiment une façon différente de voir l'éducation. Dès les années 60, il y a des théoriciens de l'éducation qui ont commencé à dire que l'éducation, premièrement, c'est une culture, alors que nous, on le voyait plutôt de façon académique, puis que l'éducation était faite vraiment pour être pratique, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire avec mes mains, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui. C'est de cette façon-là qu'on apprend le mieux. Et puis, donc, une bonne éducation, c'est une éducation qui est passée un peu par la culture, puis qui est concrète, qui est directe, puis qui est haptique, en fait, qui va chercher le sens de je change quelque chose aujourd'hui, je touche quelque chose. Puis cette éducation-là, ben, elle est partout au Nunavik. Alors, lorsque j'ai commencé à voir, en fait, cette éducation-là,
j'ai tombé en amour avec elle. Et puis, j'ai étudié un peu l'éducation nunavik. Puis, cette éducation-là, il y a certaines normes, elle est organisée, en fait, dans la culture inuit. Puis, on l'appelle l'inunruinik, en fait. Donc, il y a plusieurs clauses, puis qui fait que lorsque tu veux, en fait, organiser quelque chose, organiser une situation d'apprentissage, ben là, tu peux appliquer des clauses de l'inunruinik. Puis là, tu vas avoir vraiment quelque chose qui est, selon moi, qui est supérieur à la normale. Et dis-moi, comment c'est reçu dans les communautés, que ça soit des gens du Sud, des Blancs qui viennent, pas tout le temps nécessairement tout prendre en charge, mais tu sais, comme tu étais conseiller pédagogique, tu avais quand même un certain rôle décisionnel. Comment ça se passait, ces relations-là? C'est ça. Ça, c'est très difficile, en fait, parce que par moment, si tu essaies de créer quelque chose, en fait, qui est mal organisé, qui est mal ingénierisé, tu vas voir que ça marchera pas, en fait. Fait qu'au final, tu vas rien avoir devant toi. Ça n'a pas fonctionné. Fait que là, tu as deux choix. Soit que tu passes à autre chose, tu dis, bon, ben, j'ai essayé, j'ai fait de mon mieux, ou soit que tu dis, bon, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Puis c'est là que tu vois peut-être que c'est parce que moi, j'ai tenté d'enseigner quelque chose, de passer un enseignement, puis que j'étais soit pas la bonne personne. Et puis, ce que tu peux faire, c'est tenter de réingénieriser, tenter de dire, bon, qu'est-ce que je veux enseigner? Qu'est-ce que je veux qu'il passe? De quelle autre manière je peux le faire? Puis, il y a des approches pédagogiques, il y en a des milliers. Alors, tu réessayes et puis tu t'inspires de l'inunruinik, puis là, après ça, ben, tu peux avoir une situation d'apprentissage qui est fonctionnelle. Puis certaines choses, tu peux essayer, puis ça fonctionne très bien. Puis certaines choses, finalement, malgré le fait que t'as voulu faire d'autres choses, ben c'est non fonctionnel. Fait que c'est ça qui est intéressant dans l'éducation, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est concret, qui se vit, qui se partage entre êtres humains. Fait que moi, c'est ce qui me passionne, c'est ce que j'aime beaucoup au Nunavik. Tandis que c'est quelque chose peut-être que je peux reprocher au Sud. C'est que je trouve que l'éducation au Sud, elle est tellement, elle est tellement encadrée. Puis je trouve que les enseignants, je salue les enseignants chapeau du Sud parce que moi, je serais pas capable, en fait, d'enseigner au Sud en ce moment parce que j'ai l'impression qu'on perd un peu de ce côté humain-là que l'éducation euh, doit partager selon moi. On a beaucoup de choses à apprendre des peuples qui étaient là avant Oui, nous, je pense. 100%. Puis Ouais. l'éducation, tu l'expliques très bien, c'en est une de ceux-là. Oui, absolument. Puis ce qui est ridicule, en fait, c'est que souvent, lorsqu'on parle du Nunavik, on va parler d'une éducation de piètre qualité. On va dire, il y a un problème culturel. Mais c'est ce qui se passe dans les classes en ce moment. Il y a des problématiques, oui. Sauf que ce qui se passe à la maison ou à la coop ou dans la rue en termes d'éducation, c'est fantastique. C'est magnifique. Puis on devrait mettre ça de l'avant, en fait, partout au Québec. Absolument, absolument. Je trouve ça hyper intéressant. Puis ce que tu fais actuellement à Nunavik Park, de ce que je comprends, il y a encore beaucoup de pédagogie aussi Ouais. dans ton quotidien. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement sur quoi tu travailles? Oui. En fait, mon plus gros projet en ce moment là, chez Nunavik Park, je parlais tantôt du Parc national des Pinois-Inuits. Donc, je travaille avec la directrice du parc qui s'appelle Mary Pilurtut. Et puis, Mary, elle, pratique l'allumage du roulik, qui est la lampe traditionnelle inuit. Puis, ben, j'en ai une. Je sais pas, je vais aller la chercher 2 secondes. Ben oui, va la chercher. Moi, je veux voir ça. Il va falloir que les gens aillent l'écouter sur YouTube pour voir ce que tu vas nous montrer. Super. Alors, on voit ici, j'ai un roulet qui est une lampe en stéatique, donc en pierre à savon. Puis là, pour les gens qui écoutent seulement Oui, audio, là, ça a l'air comme d'une espèce de gros bol en longueur.
Absolument. C'est souvent en longueur, c'est très lourd aussi, c'est de la pierre. Moi, elle est noire et puis la pierre vient de tout près de Raglan, en fait. C'est ovale. Et puis, on a ce que j'ai ici dans la main qui s'appelle de la soupotite, qui est en fait du Arctic Cotton. Donc, Ah oui, c'est ça. ouais, c'est une petite boule de coton. C'est très doux, c'est très beau. Et puis, on le fait sécher. Moi, je tiens juste à dire, je pratique pas. J'ai un roulé, mais c'est pas une pratique culturelle que je fais moi. Mais si j'ai des amis Inuits qui viennent ici, ben il y a toujours cet outil-là où ça arrive que je l'amène avec moi au travail. Lorsqu'on va commencer une réunion, des fois on va allumer le roulis. Quelqu'un qui se représente comme étant Inuit, Inuk en fait. Et puis, on va rajouter de l'huile et puis on va pouvoir allumer cette lampe-là. Puis on va faire une petite flamme qui est très longue et puis qui va rester allumée seulement si on s'en occupe tranquillement avec un tac-croûti qui est un petit bâton de bois, simplement. Et tu nous parlais du parc national. Vous travaillez à la préservation, au développement? C'est ça. En fait, moi, ce que je vais faire avec ce projet-là, c'est que je vais supporter Mary puis Lurtut. Euh, elle va être capable d'aller identifier on les appelle en anglais, je travaille beaucoup en anglais, là, on les appelle des knowledge holders, puis c'est des gens, des détenteurs du savoir. Mhm. Mary, elle va aller identifier ces gens-là. On va créer des outils avec des formations qu'on va avoir créées pour nos employés dans les parcs. Et puis, on va identifier certaines connaissances traditionnelles. Puis ces connaissances-là, une fois qu'on va avoir formé toute l'équipe du parc, on va être capable de les transmettre aux écoles puis aux visiteurs. Donc, moi, ce que j'essaie de faire, ce qu'on essaie de faire à Nunavik Park, c'est de pas créer des situations qui sont extrinsèques, donc un L2 directement avec un jeune, mais qu'on crée quelque chose qui est intrinsèque. Donc, on essaie d'absorber le savoir traditionnel dans l'organisme, en Parc national des Pigouin-Louis, puis ensuite, ce savoir-là, on essaie de le mettre de l'avant aux jeunes générations, aux ados, aux adultes et aux visiteurs aussi de partout à travers le monde. Fait que c'est vraiment et puis la mission des parcs nationaux du Québec, ben c'est l'éducation et la conservation du patrimoine culturel et paysager, donc des territoires. On dirait que j'imagine pas personne de mieux placé que toi pour faire ce genre de travail-là, parce que les savoirs traditionnels, c'est pas d'hier que tu t'intéresses à ça. Puis j'ai l'impression que tu dois le faire avec une grande sensibilité puis une grande ouverture pour la culture inuite. Mais j'ai Mhm. l'impression que aussi puis tu me détromperas si je me trompe, mais que tu le faisais déjà avec ta propre culture à Ouais, toi, entre autres, celle en lien avec la Gaspésie, là. absolument. Je te dirais que c'est une des choses, cette sensibilité culturelle-là, premièrement, c'est ma première approche, là. Tu sais, moi, je veux pas blesser personne. Puis travailler avec différentes cultures. Comme on Nunavik, on n'a pas seulement, c'est le territoire des Inuits, mais il y a aussi d'autres groupes Mhm. culturels, dont les Cris et les Naskapi. C'est vraiment important pour moi de ne pas blesser personne, mais je te dirais qu'à un moment donné, on comprend que euh, ça peut arriver, puis faut juste y aller tranquillement, faut pas arriver là-dedans euh, avec une tonne de briques, là. Faut y aller tranquillement, faut vraiment écouter énormément, puis faut que les gens s'aperçoivent que moi, dans le fond, je suis juste là pour les aider, en fait. Moi, il n'y a rien, là, les projets sur lesquels je travaille en ce moment, c'est aucun projet que c'est moi qui a décidé ou réfléchi. C'est vraiment, je suis là pour supporter ce que les organismes comme Parc national des Pingouins-Louis veulent faire. Fait que je suis là pour les outiller puis pour les aider là, là-dedans.
Ben, je trouve ça incroyable comme travail. Puis, tu sais, tout à l'heure, là, tu nous montrais puis tu nous parlais de certaines traditions. Il y en a ici aussi en Gaspésie que tu pratiques ou que tu as pratiqué quand tu étais jeune. Tu sais, je me rappelle souvent que tu étais celui qui arrivait avec de la petite confiture. Là, tu nous avais fait Oui. de la petite confiture parce que tu étais allé chercher des fraises avec ta mère. J'ai l'impression que ça a toujours fait partie de toi, un peu de comprendre puis d'apprécier les savoirs traditionnels plus que la majorité des ados, disons. Oui, puis je te dirais que ça a été très difficile. Comme en ce moment, là, j'ai vraiment un gros trouble identitaire dans ma Gaspésie. Parce que je comprends, il y a plusieurs fois, tu sais, avec mes parents, mes tantes, mes grands-parents, j'ai appris plusieurs choses que je pratique toujours, là, je te dirais à chaque année. Et puis, par la suite, ben, en travaillant ici, je m'aperçois que ces choses-là, peut-être, sont des pratiques culturelles issues de communautés culturelles. C'est là que, dans le fond, c'est là souvent j'ai comme un petit problème, en fait. Parce que je me dis, c'est à l'intérieur de moi. Tu sais, comme la confiture de petites fraises, c'est à l'intérieur de moi. C'est quelque chose que, depuis que je suis petit, que je vais avec ma mère, puis dans le fond, que je vais cueillir, puis tu sais, c'est vraiment, je te dirais, juste à t'en parler, là, je suis capable de sentir les odeurs du champ, puis je suis capable de sentir le soleil. Fait que c'est quelque chose qui fait partie de moi. Mais en même temps, il y a de la géopolitique, puis il y a aussi, ça ramène à des événements qui ont été faits par le passé. Puis, en fait, moi, lorsque je pratique ces choses-là, je veux pas blesser personne. Mais en même temps, maintenant, c'est difficile, ce serait difficile pour moi de les enlever de moi-même, en fait. En fait, il y a des choses aussi que je pense que ce serait peut-être des éléments qu'on devrait peut-être un peu plus parler comme la pêche. La pêche en Gaspésie, c'est quelque chose qui est partagé par plusieurs personnes. Mais lorsqu'on parle de la situation, tu sais, comme je pense que c'était en 1980 qu'il y a eu l'escarmouche à Restigouche. Ouais, autour de ces années-là. Absolument, c'est des événements absolument horribles qu'on parle très peu, en fait. Je pense qu'on aurait avantage à ouvrir des dialogues, puis éduquer la population aussi. Fait que je pense que peut-être que si on irait là-dedans, peut-être que ça serait peut-être plus facile pour moi de pouvoir pratiquer ces activités-là plus librement sans avoir peut-être comme un petit amertume toujours. Parce que ici, je le vois en fait l'impact que on a eu sur des communautés culturelles comme les Inuits. Je vois aussi leur difficulté à entrer en contact avec nous ou à partager parce que justement, par le passé, euh, il y a tellement eu d'événements tristes que c'est ça. Je comprends de vouloir se protéger. Tout à fait. Puis, tu sais, un peu plus tôt, je mentionnais qu'on a beaucoup à apprendre des Premières Nations. Ça s'applique autant à la Gaspésie qu'au Nunavik, tant qu'à moi, parce que Oui, tu as grandi au même endroit que moi. On ouais, n'a pratiquement pas été mis en contact avec les Mi'kmaq, qui non, pourtant sont sur le territoire depuis bien avant nous autres, puis qui peuvent nous apprendre tellement de choses. Puis les contacts sont effectivement pas toujours faciles, puis il faut les absolument. comprendre parce que, tu l'as nommé, Restigouche, c'est un moment historique tragique par rapport aux pêcheurs Mi'kmaq, entre autres. Puis, je veux Absolument. dire, moi, j'en ai pris conscience de ça il y a pas beaucoup d'années. On m'a pas appris ça à l'école. Pourtant, on était dans la baie des Chaleurs, ça fait partie de notre histoire, puis on nous l'a pas enseigné. Absolument. Mais C'est en ça. même temps, on nous l'a enseigné de quelle façon? Tu sais, je me Oui, pose cette question-là aussi. Là, on nous l'a enseigné avec une perspective très différente oui, de celle qu'on aurait pu avoir si on parlait aux gens impliqués, là. c'est ça. Je pense qu'on aurait avantage parce que là, d'un côté, je vois des gens qui ont été échaudés et blessés, vraiment, puis des blessures qui sont encore ouvertes et je comprends lorsque tu vois les images. Et de l'autre côté, il y a nous. Moi, j'ai pas participé à cet événement-là, puis c'est pas quelque chose, jamais j'aurais voulu que ça arrive.
Donc, c'est quelque chose que j'ai honte, en fait. Fait que c'est difficile, en fait, d'avoir un dialogue entre les deux parties parce que d'un côté, j'aurais jamais accepté ça, puis de leur côté à eux, il y a de la douleur. Donc, c'est très difficile. Je pense que c'est pour ça que ça va prendre du temps. Ça prend de la communication puis de l'écoute beaucoup. Mais il faut créer vraiment des ponts. Et puis, je pense que l'éducation, c'est quelque chose qui peut aider là-dedans, qui est nécessaire. Je pourrais pas mieux le dire que toi. Puis je dis souvent que moi, j'ai espoir que les jeunes, la nouvelle génération, puis là, on dirait qu'on est vraiment vieux là, quand je dis ça, mais tu sais, j'ai espoir que ils sont tellement allumés, tellement ouverts, tellement brillants. Il y a vraiment, j'ai beaucoup d'espoir avec ce qui Ouais. s'en vient par rapport à tout ça. Euh, on parlait aussi, ben en fait, tu nous partages ton expérience, puis souvent, quand on s'est parlé dans les dernières années, tu m'as mentionné que t'es loin d'être le premier Gaspésien qui travaille au Nunavik. Oui. Il y a une présence gaspésienne dans le nord du Québec. T'as mentionné quelques fois Raglan. Euh, on le connaît bien les deux, Mine Raglan, parce que ben moi, mon conjoint, c'est là qui travaille depuis plus de 10 ans, donc lui aussi connaît certaines réalités du Nunavik. Il y a beaucoup de Gaspésiens comme lui qui travaillent là, mais il y en a beaucoup qui travaillent dans les communautés où tu as habité. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, je te dirais, puis c'est souvent par l'accent. Fait que, puis dans le fond, les gens souvent rient de moi parce que lorsque je vais voir un Gaspésien, je suis capable de l'entendre. Fait que souvent, je vais aller voir la personne, puis je vais être comme toi, tu viens pas d'ici. Fait que là, puis c'est comme ça que ça lance la discussion. Souvent, c'est des gens dans la construction ou très techniques, des métiers très techniques. Comme il y a quelqu'un ici à Coudjouac là, qui vient de Passepédiac, qui travaille vraiment dans la réfrigération. Là. Fait que souvent, je vais voir cette personne-là comme à l'épicerie, réparer un congélateur ou ça peut être aussi dans d'autres communautés. Je voyage beaucoup avec mon job, donc je croise souvent cette personne-là ailleurs. Là. Et puis l'enseignement aussi, je te dirais, il y a eu j'ai eu plusieurs rencontres avec des Gaspésiens dans les écoles. Puis vraiment quelque chose, en fait, moi, lorsque j'étais au primaire, j'avais une enseignante et cette enseignante-là avait sa fille qui était stagiaire. Puis cette personne-là, elle a enseigné à Coudjouac par la suite, mais moi, je n'étais pas encore ici. Mais lorsque j'ai déménagé à Coudjouac, après quelques mois, ben j'ai appris que j'habitais dans la maison, en fait, de cette personne-là. Fait que, tu sais, on est tellement connectés. C'est vraiment le Québec, c'est tout petit, là, c'est un petit monde. Puis ici, le Nunavik, il y a énormément de Gaspésiens là qu'on croise. Puis je trouve que l'accent, c'est une belle façon. Visuellement, c'est difficile de voir si la personne elle est gaspésienne ou pas, mais l'accent, ça ment pas. Vraiment, je trouve que ça rappelle. L'accent, c'est un beau cadeau de la culture. C'est une façon de se reconnaître et de partager ensemble. Moi, ce que je trouve beau aussi avec la Gaspésie, parce que tu parles des accents, tu sais, puis nous, mettons, on est allé au secondaire à Bonaventure. Ben, quand tu vas au secondaire à Bonaventure, il y a comme une guerre de clochers avec Passepébiac. Tu sais, c'est Ouais, dans les sports, dans tout, là, c'est pas mal deux clans. Mais ouais. aussitôt que tu mets le pied en dehors de la région, c'est tes meilleurs amis. Ah, ça n'a aucun Puis, sens. il y a pas une plus belle mélodie à mes oreilles quand je suis perdue à Montréal qu'un accent post-PA, parce que je me sens à la maison. Absolument. C'est 100%, je te dirais. Ouais, c'est Euh, fantastique. Tu reviens à chaque année en Gaspésie, tu l'as mentionné. Ouais. Est-ce que à certains moments dans les dernières années, tu t'es dit je vais y retourner pour de bon? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais éventuellement? C'est ça. Moi, en fait, mon travail, c'est vraiment important pour moi. Fait que je m'en rends compte, j'ai besoin, je pense que c'est à cause de mon père. Là. Mon père aime beaucoup les gens, il aime parler, il aime partager. Puis moi, c'est ce que je fais ici. Là. Je rencontre des équipes, je parle, je rencontre l'école. Fait que j'écoute énormément, je partage. Donc, c'est ça.
c'est vraiment important pour moi, ce que je fais en ce moment. Puis, j'adorerais revenir en Gaspésie demain matin, là, si je pouvais. Sauf que j'ai besoin d'avoir un emploi qui va me permettre de faire ça. Puis, je te dirais que j'ai des options. C'est juste que je peux pas le faire demain matin. Ça demande beaucoup de préparation. Mais c'est ça. Puis aussi, moi, il me manque un nid en Gaspésie. Lorsque je vais là, je vais chez mes parents. Mais moi, j'aimerais beaucoup avoir une maison de type acadienne puis j'aimerais la rénover moi-même, en fait. Fait que je te dirais qu'il me manque un job puis un petit nid douillet. Mais puis je suis très picky là sur les endroits. En fait, moi je regarde beaucoup à Nukarlai. C'est un endroit que j'adore, Nukarlai. Je trouve que c'est une belle mosaïque culturelle. Puis c'est ça. Puis c'est tout près, c'est près de Saint-Elzéar, c'est près de Sainte-Hélène où j'ai de la famille. C'est près de la mer, c'est près de la rivière. Fait que nous, Carlisle, c'est vraiment l'endroit que j'aime. Et c'est proche de la cantine Wimpy aussi. Et du Monsieur Burger. Et du Monsieur Burger. Je trouve ça intéressant que tu parles de New Carlisle parce que pour moi, c'est une des localités les plus belles quand on parle de patrimoine puis d'architecture. Il y a vraiment un cachet très clair, là. Puis, tu sais, pour les gens qui sont moins familiers avec l'histoire de la Gaspésie, il y a quand même des différences entre les différents villages selon quelle colonisation a eu lieu. Tu sais, Bonaventure, c'est très acadien. Le village à côté, New Carlisle, c'est très loyaliste. L'autre village, ensuite, Passepébiac, il y a beaucoup d'origine basque, jerseyaise aussi. C'est vraiment, comme tu dis, c'est une mosaïque culturelle. Puis là, on parle de 3 villages, un après l'autre. Là, c'est 20 minutes entre chaque, là. Ouais. Oui, puis je te dirais même, moi, ça a amené des problèmes dans mon développement parce que au niveau identitaire, tu sais, je me sens, nous, à Saint-Elzéar, on nous appelle les colons. Dans le fond, on vient du fond du bois, mais colons pour colonisateur. Oui. Parce que dans le fond, le village est très récent, c'est 1924. Donc, justement, Ben on oui, fait c'est le 100e cette année de Saint-Ézéard, exact. absolument. Puis c'est ça. Je suis très fier de venir de Saint-Elzéar, sauf que moi, ma mère vient de Bonaventure, elle vient de Sainte-Hélène. Puis c'est une babin, c'est une acadienne. Fait que, en fait, moi, je me sens, là, en grandissant, puis surtout en étant à Kuujjuaq, et puis en étant au Nunavik, où la culture est vraiment importante, je me disais, ben, c'est quoi, moi, ma culture? Fait que, puis là, c'est là que je m'apercevais que j'ai pas une seule culture, j'ai vraiment plusieurs cultures, mais c'est identitairement, ça existe-tu, ça, identitairement? De façon identitaire, euh, c'est problématique pour moi parce que je sais pas où je me trouve. Puis je te dirais que New Carlisle, c'est peut-être l'endroit, en fait, qui me ressemble le plus parce que il va y avoir un partage de toutes ces cultures-là. Tu sais, comme à Bonaventure, c'est pas mal plus les Caïens de Bonaventure. À Saint-Siméon, c'est les pitcheux de roche. Les pipianes. Les pipianes, absolument. Tout à Mais ils fait. disent qu'ils tirent des roches, t'as bien raison. Alors, puis je vois ces cultures-là, mais je serais pas capable, je me sentirais mal d'aller habiter à Saint-Siméon parce que je me sens pas comme un pipiane. Mais une partie de moi, une petite partie, tu sais, j'ai beaucoup d'amis de Saint-Siméon, puis j'adore la culture de Saint-Siméon. Donc, je te dirais que j'ai un petit pipiane en moi, là, sauf que je pourrais pas dire, OK, 100% pipiane. Fait que c'est pour ça que j'ai l'impression que New Carlisle, pour moi, ce serait le bon choix, ou c'est un endroit que je me sens bien parce que justement, peut-être que c'est une représentation de plusieurs cultures. Hey, je trouve ça tellement intéressant ce que tu avances. Puis tu sais, moi, je suis établie à Bonaventure aujourd'hui. Puis moi, mon identité acadienne est vraiment importante et Mhm. forte. Même si ça date de longtemps, tu sais, ça fait longtemps quand même que mes ancêtres sont en Gaspésie, mais mon nom de famille, c'est Robichaud, là. Tu sais, n'importe qui est allé au Nouveau-Brunswick a entendu ce nom de famille-là. Il est partout. C'est un des plus communs au Nouveau-Brunswick, beaucoup plus qu'au Québec, en fait. Ouais. Puis, j'ai grandi dans une famille où c'était très valorisé. Tu sais, moi, c'était 1755 puis sur Roi quand j'étais jeune qui jouait. C'est ça mes souvenirs de jeunesse. Puis l'histoire du département de l'Acadie, ça me touche profondément, tu sais.
Ouais. Puis je trouve ça intéressant de t'entendre parler parce que ça me faisait réfléchir de, ben voyons, c'était comme une évidence. On dirait finalement que je m'établisse à Bonaventure, qui est comme vraiment un petit bastion acadien. Tu sais, nous, on a le musée du Québec. Le Ouais. musée acadien du Québec est ici à Bonaventure. Nos noms de rue, ça a tout rapport avec l'histoire de l'Acadie. Tu sais, c'est vraiment comme une grande fierté. Même si notre gentilé, c'est Bonaventurien, Bonaventurienne, les gens, ils disent qu'ils sont des Caïens puis des Cayennes, même si techniquement c'est Havre-Saint-Pierre. C'est vraiment très fort dans l'identité. Puis on dirait que j'avais jamais pris conscience que mon choix était peut-être inconscient, mais conscient de venir m'établir ici. En t'entendant parler de nous Carlaï, je trouvais ça super intéressant, vraiment. Moi, dernièrement, ma mère faisait une recette, elle appelait ça du stew de poulet. Fait que, dans le fond, c'est comme du poulet avec une sauce blanche, puis après ça, euh, ben, une sauce blanche qui est faite vraiment à base de bouillon poulet. Elle rajoutait de la sarriette, puis elle mettait des pâtes là-dessus. Puis c'est dernièrement, tu sais, j'entendais souvent parler du fricot du Nouveau-Brunswick. Puis dernièrement, j'ai compris le stew que j'ai mangé toute mon enfance. Ben, si bas, c'est du stew, c'est du fricot. Fait que, tu sais, il y a même, je te dirais que la culture, elle s'immisce un peu partout. Puis, à un moment donné, on n'est même plus capable de voir notre appartenance à différentes cultures tellement c'est internalisé. Vraiment, vraiment, je trouve ça intéressant ce que tu dis. Puis, euh, tu sais, tu connais bien mon mari. Lui, il vient d'une famille anglophone, puis moi, j'ai tellement appris à voir d'autres cultures en côtoyant ma belle famille, puis à plus prendre conscience de la mienne aussi, parce que comme tu dis, c'est des choses que tu prends pour acquis, puis que quand tu rencontres quelqu'un qui c'est pas les mêmes référents culturels, ben on dirait que tu viens vraiment comprendre que ça te définit. Absolument. C'est le fun aussi d'évoluer dans des endroits qui partagent en fait différentes cultures aussi, parce que là, tu peux partager ta culture puis la vivre avec d'autres personnes. Fait que, puis le fait d'avoir des enfants, je trouve que c'est magnifique aussi lorsqu'on est issu d'une culture comme la nôtre, parce que c'est le fun de vivre la culture, mais c'est aussi le fun de la partager à quelqu'un. C'est le fun de voir aussi comment la partager, puis comment tu veux que ton enfant vive en fait ses racines, sa culture et son appartenance au territoire. Bon, ben, c'est tellement pertinent ce que tu dis parce que c'est vrai que moi, avoir des enfants, je me suis posé beaucoup de questions parce que justement, en ayant un conjoint qui a une partie de ses référents en anglais, ben, veut pas, ça fait partie de la réalité avec les enfants. Puis on écoutait beaucoup de musique en anglais, puis à un moment donné, je me suis dit, faut que mes enfants écoutent de la musique en français aussi parce que c'est important pour moi. Tu sais, faut qu'ils Mhm. c'est pas nécessairement quelque chose que je suis portée, moi, à écouter, mais je trouve ça important pour eux. Fait que j'ai créé des listes de lecture avec des chansons québécoises que je considère Mhm. importantes ou gaspésiennes pour eux, qui reconnaissent, tu sais. Puis il y a rien qui me rend plus fière que ma fille qui fredonne des chansons de M. Lou, par exemple, que j'adore, Ouais, que je trouve ça beau, qu'elle va grandir, puis ça va être comme dans son inconscient, puis ça va faire partie de sa culture, justement. à 100%, tout à fait. Puis je te dirais que en Gaspésie, c'est tellement fort, en fait, que ça a été aussi problématique pour moi parce que de façon identitaire, jeune, on me disait comme, OK, il faut que tu aimes la chasse. Toi, tu es un Mm. gars, tu vas aimer la chasse. Après ça, tu vas avoir une camionnette. Puis après ça, tu vas aller à la pêche au saumon. Puis, tu sais, parce que je voyais les gens autour de moi, puis c'est ça qui se passait. Je te dirais que j'ai été comme troublé par ça parce que je voulais pas vraiment, je voulais réfléchir avant de le vivre. Puis j'ai comme tout repoussé ça. Fait que lorsque je suis parti de la Gaspésie, ben j'avais très peu pêché, j'avais pas chassé, j'avais pas mon permis de chasse. Fait que vraiment, j'ai comme tout bloqué ces possibilités-là. Je te dirais que c'est dernièrement au nord où là, j'ai comme plus le temps de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est en fait la chasse, qu'est-ce que c'est la pêche, comment ça fait partie de mes racines. Puis là, justement, hier, j'ai commandé une carabine parce qu'il y a 3 ans, j'ai fait mon cours de chasse, donc j'ai mon permis de chasse, j'ai mon permis de port d'armes. Puis depuis 2 ans, je vais à la pêche beaucoup, puis je fais mes mouches moi-même.
Puis, mais j'ai l'impression que ça m'a pris du temps. Vraiment, il a fallu que je regarde, en fait, que je prenne, en fait, chaque élément culturel, comme la pêche au saumon, je le regarde sur une loupe, puis je me dis, bon, ben, pourquoi c'est important pour moi? Qu'est-ce que ça représente? Puis aussi, le fait, je veux pas, puis je comprends que c'est pas la même chose pour tout le monde, mais je sais que la communauté Mi'kmaq était en Gaspésie bien avant que moi et mes ancêtres arrivent. Donc, je veux pas pratiquer quelque chose que j'ai emprunté ou que j'ai pris de quelqu'un. Je veux vraiment que ça soit à l'intérieur de moi, puis je veux que ça soit raisonné, puis que ça blesse pas personne. C'est important pour moi. Donc, c'est pour ça que je pense que moi, ça m'a pris un petit peu plus de temps à le comprendre, puis à le partager, puis à le faire et le pratiquer. Ben, je l'ai mentionné quelques fois dans l'épisode, puis je suis absolument convaincue que les gens qui nous écoutent vont être d'accord avec moi que c'est assurément ta grande sensibilité qui t'honore dans tout ce que tu fais. Ben merci Jo. Mais je pense que c'est ça. C'est important de prendre le temps de réfléchir, puis d'avoir un dialogue, puis c'est ça. Je suis déjà rendue à mes questions en rafale parce que ça fait déjà un bout qu'on parle, puis tu sais, Oui, moi je parlerais toute la journée là avec toi, mais quand même, il faut que faut que je reste réaliste. Ben, j'ai un montage à faire avec tout ça après aussi. oui, je Ben, comprends. fait que, on va y aller avec des petites questions en rafale. Ouais. Ton expression gaspésienne préférée, c'est laquelle? Mon Dieu, j'en ai tellement. Mais Vas-y. attends. Et j'ai pas pensé. Mon expression gaspésienne préférée. Ma mère en a beaucoup. Je te dirais, ma mère, elle va dire, mais et on dirait, là, sur le spot de même, ça m'a comme bloqué. Il y en a tellement. Maman dit, il mouille des cordes. Attends. Je sais pas si Non, je sais pas si c'est plus québécois. Des fois, tu sais, il y a des trucs très québécois, mais des fois, on a des façons de le dire que c'est très gaspésien aussi. c'est parce que c'est tellement internalisé là, que je suis même pas capable de le sortir. Euh, Qu'est-ce qu'on dit à Saint-Thèse, ce qu'on dit pas? Parce que, en fait, moi, très souvent, là, je te dirais, je dis des affaires, puis les gens comprennent pas, puis là, je comprends par la suite, je suis comme, ah, c'est pas ça qu'on dit en Gaspésie. Euh, Ben, repose-moi la question, je vais y penser, Jo, parce que ça a Parfait. comme... ouais, Ta commande au Dixili, c'est quoi? mon Dieu, c'est plein d'affaires, parce que j'ai pas accès au Dixili. J'en fais chez nous, là. Je fais la salade de choux, je te dirais 2 fois par mois, là. Je l'adore. Et Mais tu cuisines très bien, je le précise, pour avoir habité avec toi. Tu es un excellent cuisinier. merci beaucoup. Mais je te dirais que ça va être un dîner dans la cuisse en poutine. Un classique. Ouais, c'est ça. Puis l'été, souvent, là, je vais avoir le petit casseau blanc, en fait. Je vais me prendre plus des fruits de mer. Mais Oui. sinon, le reste de l'année, là, petit casseau rouge. J'adore la distinction. Ouais, Ta plage préférée en Gaspésie, c'est laquelle? c'est la plage Évangéline. Depuis que je suis Ah, tout petit, puis j'ai un peu de la misère parce que mais je comprends à 100%. Fait que je juge pas personne. Mais depuis 2, 3 ans, la ville de Bonaventure a décidé de faire un réseau des plages. Puis la plage Évangéline, c'est une plage cachée, en fait. Tu sais pas qu'elle est là, tu peux pas la découvrir par toi-même. Fait que le fait qu'ils la mettent sur la map, je te dirais que j'ai vécu un petit peu, euh, j'ai vécu peut-être un petit détachement parce que là, il y avait beaucoup plus de gens. Puis là, je hmm. vois les plages sont plus utilisées, puis c'est une bonne chose aussi par les Gaspésiens, là. Durant l'été, c'est vraiment les visiteurs, mais sinon, le reste de l'année, euh, c'est beaucoup de Gaspésiens qui vont utiliser. C'est un beau patrimoine paysager, fait que je suis très content de ça. Absolument. Mais assurément que tu pourras trouver une autre plage cachée parce qu'il y en a plein, là. Les gens qui sont pas en Gaspésie, des fois, prennent pas conscience à quel point c'est omniprésent, les plages. Tu sais, moi, on m'a déjà demandé, est-ce qu'on va pouvoir aller à la plage?
c'est partout, tu sais, le réseau des Ouais. plages de Bonaventure que tu parles, il y en a 7. Mais ça, c'est 7 plages officielles, mais il y en a autant de pas officielles que les gens utilisent, là, tu sais, il y en a. Ça, c'est un village sur tous les villages. Il y en a partout des plages accessibles. Mhm. Ouais. C'est quoi un incontournable en Gaspésie pour toi? Ben, j'ai tout le temps, moi, à chaque fois que je descends, faut que j'aille manger un doigt à l'ail au Fin Gourmet. Puis après ça, faut que j'aille chez Monsieur Burger manger un big. Fait que ça, je te dirais, les plages aussi nécessaires, les couchers de soleil. Je peux aller à la plage le matin, puis je peux retourner le soir. Fait que ça, j'aime beaucoup. Je te dirais, mon père a énormément d'outils, puis c'est aussi fabriquer des choses avec mes mains. Ça, c'est un incontournable. Ça peut être une mangeoire, ça peut être une cabane pour les neveux, mais je vais toujours, en Gaspésie, je vais fabriquer des choses parce que je pense que les Gaspésiens, on a prouvé qu'on est des gens vraiment très intelligents puis qu'on est habiles de nos mains. Fait que, c'est quelque chose que je suis très fier. Puis c'est quelque chose que je fais. Des fois, ça va être du vitrail. Je vais jardiner avec ma mère ou mais c'est certain que je vais faire quelque chose de mes mains. Justement, tu sais, toi, t'es le genre d'oncle à demander à son neveu de mettre une bouteille à la mer Oui. parce que c'est récent, là, qu'on vient de voir que t'as fait Ouais. ça avec un de tes neveux il y a quelques années. Veux-tu nous en parler un petit peu avant de terminer le balado? Parce que je trouve ça tellement intéressant. Ben, ça arrivé il y a peut-être 2, 3 semaines. Puis, dans le fond, je reçois un appel, mais la majorité des appels que je reçois en ce moment, c'est tout du spam. Fait que, dans le fond, la personne, elle appelle une fois, puis elle rappelle une deuxième fois. Puis là, je me suis dit, bon, ben, peut-être que c'est quelque chose d'urgent. Puis ça s'appelait, la personne s'appelait O. Malais, puis c'était écrit Caraquette. Fait que là, je me dis, tabarouette, je connais juste une personne à Caraquette, mais en fait, je vais à Caraquette à chaque année parce que j'adore aller au village acadien d'antan. Fait que euh, là, finalement, je rappelle la personne, puis la personne a dit, hey, je viens de trouver une bouteille que vous avez laissée à la mer. Mais la personne pensait que ça venait d'arriver parce qu'on n'avait pas écrit euh, on n'avait De pas date. écrit de date. Mais il y a 8 ans, moi puis mon neveu, j'y ai fait écrire une lettre. On a mis ça dans une bouteille. Je suis allé à la plage Beaubassin à Bonaventure, tu sais, à côté du pêcheur en bois de Johan, là. Si tu marches, tu as comme euh, une petite Comme promenade une... en Ouais. bois. Ouais. Puis on a garoché ça là parce que c'est là, je sais pas si c'est affluent ou confluent. Je dirais confluent de la rivière Bonaventure. Alors, la rivière pousse dans la baie, elle se jette dans la baie. Et puis, la bouteille a voyagé, mais ça a pris 8 ans. La bouteille a traversé les 70 kilomètres et est arrivée à Caraquet. C'est quand même impressionnant qu'elle a quasiment été en ligne droite, là, tu sais. Elle a pas beaucoup dévié, là, pour se rendre de l'autre bord au Nouveau-Brunswick. Mais tu devais être surpris, là, 8 ans plus tard, d'avoir un appel. Hey, dis-moi, je pensais que ça faisait 4 ans. J'étais comme, ah, je pense que ça fait 4 ans. Puis là, elle dit, ben, Mathis, il a écrit dans la lettre qu'il y avait 6 ans. Fait qu'on a calculé, puis ça faisait 8 ans. Ok. Ah, c'est beau. Moi, je trouve ça merveilleux. Puis, tu sais, on parlait de trucs culturels, on parlait de savoir ancestral, on parlait de pratiquer des choses avec les mains. Puis, ce qu'on mentionne là, lancer des bouteilles à la mer, là, c'est des choses que les gens font quand même beaucoup en Mhm. Gaspésie pour le plaisir. Tu sais, moi, l'année passée, j'ai officié un mariage. Puis, ça a été symbolique à la fin du mariage que les mariés ont lancé une bouteille à la mer pour sceller leur union. Je trouvais ça Ouais, tellement beau, tu sais. absolument. Puis vois-tu, nous, dans notre cas, moi, j'avais vraiment bien scellé la bouteille. Puis c'était une bouteille en verre. Puis la bouteille a été retrouvée sans qu'elle soit brisée. Puis fait que c'est quelque chose aussi qui est pas dommageable pour l'environnement. Je pense que c'est un moyen de communiquer qui est fantastique. Tu sais, je trouve que ces temps-ci, on communique vraiment beaucoup avec des gens, peut-être qui partagent nos opinions, qui partagent nos intérêts. Mais le fait de jeter une bouteille à la mer, c'est de dire j'accepte que la personne qui va trouver cette bouteille-là, ce soit n'importe qui, puis j'accepte d'avoir un lien avec cette personne-là.
Puis on va aller, cet été, on va aller voir la personne à Caraquette. C'est tellement le fun! J'adore tout ce que tu viens de présenter. Je trouve que ça te représente énormément. Puis je pense que ça devrait inspirer beaucoup de gens parce que je trouve ça profondément beau à voir. Mm-hmm. Absolument. Et ton expression gaspésienne préférée, ce serait laquelle? Écoute, j'ai essayé de réfléchir. Je pense que c'est trop tu sais, t'en as trop à l'intérieur de toi. Des fois, c'est ça qui arrive. Moi, ça m'a pris des années à comprendre qu'une putsch, il y a personne qui dit ça à part dans BD Chaleur pour parler d'un étui à crayon, tu sais. C'est encore... Graffini, il n'y a personne qui dit non. ça. Raiser. Raiser, c'est ça, absolument. Raiser. Attention, avec tes clés, tu vas raiser mon char. Oui, puis les gens sont contents. Dans le sud de la Gaspésie, on dit raiser. Dans le nord de la Gaspésie, ils disent railer. Railer? Ouais. Ah! C'est fun aussi de voir les distinctions entre les territoires de la Gaspésie. Jo, rapidement, là, moi, j'ai fait mon cours de voilier il y a 2 ans, puis je me suis aperçu, en fait, j'apprenais le vocabulaire maritime, puis je me suis aperçu un gros pourcentage des mots qu'on utilise en Gaspésie, là, c'est en lien avec le vocabulaire maritime. Ben, je vais me permettre de plugger un livre que j'ai découvert il y a pas si longtemps. Je comprends pas pourquoi ça m'a pris autant de temps de découvrir ce livre. Ça s'appelle Mon ABC mère de Émilie Deveau. Elle habite à Gaspé. C'est l'explication de plein de mots maritimes qu'on a dans notre langage. C'est pour les enfants, mais écoute, moi, je tripe autant que mes enfants. Et tous les mots que tu nommes là, en lien avec le maritime, sont expliqués. Émilie, elle est spécialisée en histoire en patrimoine. Elle a étudié dans ce domaine-là. Fait que c'est un livre incroyable. Je veux dire, je comprends pas pourquoi j'avais pas ça avant. Patrick, la prochaine fois qu'on se voit, je vais t'en donner une copie. Ben, je te dis, c'est sûr, je me le commande. Fait que c'est sûr que je vais avoir ça. Puis je te dirais que c'est ça, mon expression, je l'ai pas, mais je te dirais que je sais que je pourrais dire que c'est tous les mots en lien avec la mer. C'est mes mots préférés en Gaspésie. Je les utilise avec fierté. Puis je pense aux gens qui ont habité en Gaspésie avant moi puis qui les utilisaient. Fait que, ouais. Patrick, ça a été un énorme plaisir d'échanger avec toi. C'est toujours le cas, mais c'était encore plus le cas aujourd'hui. Merci de ta générosité, merci des discussions, c'était vraiment agréable. Ben, c'est un plaisir partagé, Joanie. Merci beaucoup de m'avoir offert cette tribune. Puis je souhaite qu'on discute encore comme ça dans le futur. Assurément. Puis cet été, quand tu viens en Gaspésie, on ira se promener dans New Carlisle ensemble. Oui, puis on ira chercher un petit casseau blanc au Dixili. Assurément. Bye, Patrick. Ben, salut. On est déjà rendu à la fin. Merci pour ton écoute. J'espère que tu as été inspiré par mon invité. Si tu as aimé ton expérience, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à partager l'épisode dans tes réseaux. Tu peux aussi me suivre un peu partout sur le web ou t'abonner au balado pour ne pas manquer le prochain épisode. À bientôt!